pense Top que... of the hour, and we're discussing a certain husband who has been spotted coveting around town. Why is he hanging around? What does that mean for your family? Je sais pas, je faisais le présentateur télé. J'ai essayé de comprendre s'il y avait une référence, s'il y avait Kevin qui rotait. Alors, il y a une référence, mais là, le but, c'était juste prendre la voix télé très très vite en mode bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet méticuleux qui est L'organisation. l'organisation. Ce dont nous avons manqué le mois dernier. Attends, ça a commencé à filmer là? Ah bah oui, là, ça commence à filmer, là. On te voit avec ta petite tasse de café, là. Oh l'enfer. Alors, tu disais quoi? On manquait d'organisation? Ouais, alors... Non, on est toujours très bien organisé. Très bien organisé. Là, on fait la liaison, comme le Z de liaison. Ça y est, tout le monde a quitté le podcast. Ouais. Oh le montage. Bonne chance, Mais Manon. arrête, c'est moi qui fais le montage à chaque Bah fois. oui, Je suis c'est là, ce que je dis. Je me retape tous ces trucs-là et je suis... Oh putain. Donc oui, organisation, vous avez dû remarquer que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast. C'est pas du tout qu'on n'a plus envie. C'est la vie. En plus, normalement, pour le prochain podcast, du coup, là, on va vous faire un épisode filaire. Car pour le prochain podcast, nous nécessitons la présence d'un guest. Et du coup, ça veut forcément dire faut aligner les plannings, faut réussir à trouver que tout le monde est disponible, faut réussir à faire que tout le monde soit un minimum renseigné, être en bon état mental, tout ça. C'est délicat, mais du coup, nous avons un sujet tout trouvé pour l'épisode final. Comment nous organisons-nous? Puisque c'est très important pour la performance de savoir s'organiser, prioriser et aligner notre propre emploi du temps avec nous-mêmes. Excellente introduction, mon cher Duratron. En effet, Merci, mon cher Malo. le mois dernier, on a galéré à s'organiser. Il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait qu'on n'a pas pu tourner les podcasts. Alors voilà, c'est comme l'a dit Colin, c'est pas parce qu'on voulait pas. Vraiment, on compte bien continuer, mais je pense que ça va nous servir de leçon justement pour diminuer un petit peu le rythme, mais avoir une cadence De stable. longs sons. Ouais. T'as pas fait de la liaison, par contre, tu dégages. La liaison en Z, s'il te plaît. J'en ai marre qu'on me mette avec des incompétents. Je vais mettre des liaisons partout. Il est trop fort. Donc, c'est un podcast sur l'organisation, et pour une fois, nous avons fait une trame. Donc on va faire en sorte de... Pour le podcast de l'organisation, on s'est organisé. On s'est dit, c'est bien, on va parler d'un truc, on va faire en sorte de quand même être un minimum organisé. On va parler d'un truc qu'on fait déjà pas de base. C'est pas vrai, hein, évidemment qu'on s'organise, c'est super important. Mais genre, on va pas dire qu'on est les plus doués. Mais d'un certain côté, le fait qu'on soit pas forcément les plus doués. Alors Moulmoul est beaucoup plus doué que moi là-dedans. Hein, mais le fait qu'on soit pas doué, ça fait aussi qu'on a développé forcément plein de techniques. Parce que plus tu sais pas faire, plus t'apprends à le faire quand même. Bah, si tu es confronté du moins. Mais donc nous, vous voyez qu'on galère pour s'organiser. Vous savez qu'on parle de sport. Eh bien dans ces cas-là, le sujet de l'épisode il est tout trouvé. On va parler de l'organisation en sport et peut-être qu'on extrapolera même après. Comment t'as tout spoilé? Si tu gardes ça au montage, je te tape. Comment ça tu me tapes? T'es trop loin? On bouge pas. Aïe. Ok, bah c'est bon, je spoil pas, j'ai compris. Bah oui, non, Oubliez faut ce que pas je viens de spoiler. Tu l'as pas vu. Oh, laisse juste le oubliez ce que je viens de dire. Tu sais, ça cut. Oubliez ce que je viens de dire. Donc là, il voulait pas que je spoil, du coup. Mais oui, il a littéralement vendu tout ce que. On a réfléchi à des trucs, les frérots. Ça aussi, tu le connais. Ça fait 10 ans qu'on est. qu'on brode là. Ça fait 7 minutes qu'on enregistre, on a encore rien dit, genre. Alors, donc voilà, on a galéré à s'organiser. Du coup, on s'est dit quand même, en fait, c'est quelque chose où je pense qu'on se retrouve tous. C'est-à-dire que déjà, juste à l'échelle de notre entraînement, je fais quoi, quel jour, comment? Parce qu'on vous a déjà parlé courbe d'Hormèse, on vous a déjà parlé de des lots, de tout ça, état mental, préparation et tout, mais d'une, on peut pas toujours. Deuxio, des fois, entre les choses qu'il faudrait faire et les choses que notre corps veut faire, on vous a dit qu'il y avait des incompatibilités. Le problème, c'est que si, par exemple, l'incompatibilité elle est plutôt longue, comment on fait? Il y a quand même toujours ce truc qu'on devrait faire. On va pas tout le temps suivre notre corps, mais si il faut pas faire contre notre corps, on est dans la merde. Donc, en vrai, on a déjà soulevé des points hyper importants de l'organisation.
C'est que typiquement, le problème que je viens de citer, eh ben, en fait, il faut faire des compromis et il faut faire une transition. C'est-à-dire qu'évidemment que si vous devez entraîner un mouvement qui est hyper hard et que votre corps ne peut pas du tout et que vous vous dites je m'en fous, je le fais tout le long de la semaine, ça va pas marcher. Si vous vous y attaquez jamais, ça va pas marcher non plus. Et donc en fait, il va falloir faire littéralement du progressif. Au début, vous y allez complètement dans le sens de votre corps, mais avec des petites ch'touilles de difficultés qui tendent vers le truc que votre corps n'est pas du tout à même de faire ou n'est pas en état de faire. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. C'était dans le podcast sur... Le mindset, je crois. Je crois que c'était sur le mindset, ouais. Je crois que c'était sur le mindset. Donc voilà, donc je vous invite déjà à aller retourner regarder ce podcast-là, qui soulève déjà plusieurs points, pas sous l'angle de l'organisation, mais qui viennent vraiment donner des clés pour l'organisation. Mais il y a plus complexe, c'est que, comme on a parlé de courbe d'Hormèse, de progressivité, etc., c'est pas une courbe parfaitement linéaire, c'est pas un rythme que vous pouvez tenir en toutes circonstances tout le temps. Alors du coup, là, je pense que c'est là où Malo va vraiment briller, parce que lui, il a fait beaucoup plus de programmation que moi, qui, du coup, c'est littéralement réussir à prendre tous les imprévus de votre corps, tous les imprévus de votre esprit, mais réussir quand même à avoir une trame générale qui fait croire que la courbe, elle est comme ça. Et qui fait croire. Voilà. Donc Malo, explique-nous comment tu t'y prends. Alors, comme l'a dit Colin, la base, c'est de réussir à comprendre que la vie n'est pas linéaire. Donc la planification ne doit pas être linéaire non plus. C'est impossible d'avoir les performances qui augmentent de jour en jour en permanence. Il y a des jours où on aura besoin de plus de récupération, il y a des entraînements qui seront plus éprouvants que d'autres. On aura des imprévus dans la vie de tous les jours aussi qui vont influer là-dessus. Ok. Là, le premier point, lorsqu'on veut créer un entraînement, si on part vraiment de la base et qu'on simplifie au max, dans l'entraînement, on met en premier lieu, on travaille en premier lieu ce qui nous intéresse le plus, notre priorité. Tu veux être bon en planche, c'est vraiment ce que tu désires le plus, bah tu commences tes entraînements par la planche. Et tous les trucs qui sont secondaires, que tu veux mais pas aussi fort, que tu n'aimes peut-être pas autant faire, ou qui sont secondaires, du coup, ils viennent dans un second temps. Ça paraît logique dit comme ça, mais ça fait du bien de le rappeler. Pourquoi est-ce qu'on procède de la sorte? Parce que si tu commences par ce qui t'intéresse le plus, au début de ta séance, c'est là où tu es le plus frais, c'est là où tu peux forcer le plus. Justement, une croyance qu'on avait jusqu'à un bon moment, et du moins qui... En street, on va un petit peu à l'encontre des autres sports, et surtout de la musculation classique. Parce qu'en musculation, ou dans des sports de force, il est courant de ne pas se pousser à l'échec sur tes premières séries. Je m'explique, en force, lorsque tu vas soulever, je sais pas, tu fais du développé couché ou du soulevé de terre avec des barres à plus de 100 kg, eh bien, te pousser à l'échec signifie que tu dégrades beaucoup ta technique, donc ça constitue un gros risque de blessure. Parce que tu manipules des charges super lourdes. Si tu me permets, à remettre quand même en contexte de, si par exemple on parle du powerlifting, là on parle bien d'entraînement, c'est-à-dire ce n'est pas en faisant des RM que tu vas réussir à faire progresser ton RM. Si chaque fois que tu te dis ah il faut que je soulève, je sais pas, il faut que je réussisse mon deadlift à 210 kg, et bah du coup tous les jours je viens et en même pas 2-3 séries je fais direct mon RM, tu progresseras moins vite que justement la logique des RPE, du 80%, etc. On a déjà soulevé ce truc. Là c'est valable pour l'entraînement, pas pour la compétition. Parce que la compétition, justement, le principe, c'est de venir faire ton RM presque direct. Donc voilà, et d'ailleurs, c'est un peu... Ça, c'est une logique qu'on peut quand même retrouver dans le street. C'est-à-dire que en début de séance, on va faire des tries. C'est pas en faisant des tries non-stop que tu vas progresser. Il y a plein de moments où il faut qu'on fasse des tries, parce qu'on a beaucoup de techniques à apprendre, plus de techniques. Attention, j'ai pas dit que le powerlifting n'était pas technique. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais globalement le powerlifting va à un certain moment caper en termes de technique. La technique est presque parfaite et on va peaufiner, là où en street c'est très très dur, c'est très long de s'approcher du perfect en technique, donc on va pouvoir plus se permettre d'être sur du try. Mais effectivement, même au niveau de l'entraînement, on fait pas des tries complets en street, mais on va quand même être sur quasiment la logique RM qu'on pourrait avoir en powerlifting, là où en powerlifting, ce serait une bêtise.
Mhm. Ouais, comme tu l'as bien dit, ça, on l'a déjà abordé dans d'autres podcasts, et même c'est le sujet d'une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Tester n'est pas s'entraîner. Je pense que c'est bien de le rappeler quand même, hein. Tu fais un effort de 2-3 secondes, bah, tous les efforts qui vont t'apporter de très bons résultats à court terme t'en apporteront pas à long terme. Pour ça, on aura l'occasion d'y revenir, mais du coup, si c'est juste un effort de 2-3 secondes, c'est pas très dur. À court terme, ça peut t'apporter des bénéfices, pas à long terme. Bon. La compréhension, notamment. Mais du Mm. coup, c'est plus des déclics. Et donc, normalement, si tu as bien fait ton truc, t'as capté. Et après, tu l'appliques à ton entraînement dans quelque chose qui n'est pas un trail pur. Mhm. Si on revient sur cette différence entre sport de force avec des grosses charges et sport au poids du corps, nous au poids du corps, on va pouvoir se pousser à l'échec dès les premières séries de notre séance, et c'est ce qui est le plus intelligent de faire lorsqu'on veut créer du potentiel, qu'on est loin de la compétition. En général, on parle toujours des entraînements loin des compétitions, parce que l'entraînement en compétition et l'entraînement classique, c'est pas la même chose. Ça paraît, c'était le sujet du premier podcast. Et donc, on peut se pousser à l'échec parce que c'est là où on a le plus d'énergie. Et aussi parce que, comme on l'a déjà dit, on est un sport axé très vitesse. Et plus vous allez fatiguer musculairement et nerveusement, moins il y aura de vitesse. C'est ça. Donc, on va beaucoup plus pouvoir jouer sur notre vitesse et donc travailler des choses complexes en début d'entraînement, tant que c'est pas le burst max. Mhm. Là où si vous faites entre guillemets du renfort classique, blablabla, et qu'après vous tentez de faire par exemple un combo planche, un combo front ou un renforcement technique un peu poussé, et ben en fait en ayant perdu toute votre vitesse, alors vous allez quand même travailler des choses, mais pas du tout ce que vous pensiez travailler à la base. On en revient aussi à un truc très très important, je crois qu'on en avait déjà parlé rapidement, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut répéter plusieurs fois. Il n'y a jamais de mauvais exercice, par contre, il faut toujours réfléchir à l'intention derrière l'exercice. Mhm. L'exemple extrême, c'est les lignes. Tout le monde dit il faut faire des lignes, tout le monde fait des lignes. Rares sont ceux qui ont compris qu'en fait la ligne, c'est 1000 exercices en un. Il faut savoir pourquoi tu fais ta ligne. Tu peux faire 50 lignes et tes 50 lignes auront une visée différente. Mhm. Donc ça c'est un très bon exemple d'un truc où il te faut encore de la vitesse, où il faut savoir ce que tu fais, et où justement l'exercice peut être mauvais si l'intention est complètement à côté de comment tu as fait l'exercice, ou excellent si tu as parfaitement compris que tu faisais cet exercice de cette manière dans ce but-là. Tout à fait. Là, tu as bien expliqué le pourquoi. Si je dois développer un petit peu sur l'exemple que tu as donné, j'y reviens juste après. On a dit qu'au début de séance, c'était là où on forçait le plus. À la fin de séance, du coup, on force moins. Au poids du corps, la difficulté des mouvements qu'on fait, elle est régie par le levier, mais elle est principalement régie aussi par à quel point tu pousses une série à l'échec et à quel point cette série est longue. On va dire que c'est le volume et le niveau d'effort qui influent vraiment sur la difficulté d'une séance, à quel point cette séance va te fatiguer. Pousser une série de 1 minute à l'échec, c'est beaucoup plus dur que pousser une série de 3 ou 4 secondes. On en revient à ce que je disais avec faire un try ou faire une combinaison très longue. Attention quand même à la sensation de difficulté. C'est-à-dire qu'évidemment que si vous arrivez à vous cramer à l'échec en 3-4 secondes, votre cerveau va vous dire que c'est extrêmement dur. On en avait déjà parlé du coup sur justement les RPE, les ressentis, etc. Et que justement ça peut vous arnaquer parce qu'en fait c'est extrêmement dur parce que vous avez mis beaucoup en peu de temps et que votre cerveau il considère la notion temps. Alors, c'est dur sur le moment, oui, ça lâche, tu pourrais pas fournir plus, mais après coup, le RPE, on parle quand même de ressenti de la série après coup. Tu n'es plus à faire ton exercice, tu dois noter l'effort, bah, même si tu l'as poussé à fond, toi, t'as pas l'impression d'avoir donné tout ce que t'avais, ce qui est normal. Donc, Parce que t'as littéralement pas eu le temps. voilà, exactement. Donc, au début, on a dit les efforts les plus longs et surtout les plus volumineux. Parce que ce qu'on veut, c'est accumuler un maximum de volume sur les mouvements en question. Enfin, tu veux essayer de battre ton max à chaque fois, en fait. Quand tu veux construire de la force, en soi, tu construis jamais de la force. Tu construis toujours de l'endurance à une intensité donnée. Et c'est ça qui te permet de débloquer une intensité supérieure. Tu veux débloquer ta full planche, eh bien, tu vas améliorer ton endurance en straddle, ou en one leg, ou en tuck, ou je sais pas quelle progression inférieure. Et c'est ça qui va te permettre de l'avoir. C'est toujours comme ça que ça fonctionne la force. Tu voudrais passer une barre à 110 kg, à je sais pas quel exercice, bah tu t'entraînes déjà à la passer à 90 kg, t'augmentes le nombre de reps que tu sais faire à 90, t'augmentes le nombre de reps que tu sais faire à 100, et ça va te permettre de la passer à 110 après.
Encore une fois, alors je sens que je vais faire beaucoup attention à remettre en contexte. C'est bien. C'est bien. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont entendu parler de du coup force, endurance, et qui du coup là vont regarder Malo en mode je veux passer un RM plus haut et je vais faire de l'endurance. Oui, parce que justement, nous, humains, on aime bien ranger dans des cases. Vie et corps, la case, elle est très floue. En fait, si t'es que dans de la force, c'est-à-dire que tes curseurs sont full force, et ben en fait, t'es capé, littéralement, et du coup, tu ne peux pas travailler d'augmenter ce cap. Et donc, tu vas vouloir baisser un peu ton curseur, le fameux RPE 9, RPE 8, 80%, pas être à 100. Ce qui fait que, oui, toi, dans ta tête, t'es en train de faire de la force, parce que t'es proche de ton max. Mais il faut que tu ailles chercher cette notion d'endurance pour pouvoir venir gratter. Ça, c'est un truc qu'on a dans la prépa mentale, qu'on a dans plein de choses que vous avez entendues 1000 fois, cette espèce d'esprit de si tu franchis ta limite, tu progresses pas. Par contre, si tu frôles ta limite, tu progresses. Et donc, il faut que tu saches où est ta limite, ton try, ton RM, ton machin, et tu viens le caresser là du bout du doigt, et tu lui dis allez, recule, allez, et puis comme ça tu progresses. J'ai bien aimé, c'est super sensuel en plus. Je suis sûr que tout le monde va kiffer l'explication. Désolé pour ceux qui écoutent sur Spotify. J'ai trop regardé Has-Been Hotel dernièrement, un peu corrompu, tout ça. Ouais, alors c'est pas qu'on voulait pas vous faire les podcasts, hein, c'est que Colin regarde. Non, tellement pas. J'ai découvert Has-Been Hotel il y a 3 jours. Bon, ok, il est excusé alors. Dites-nous si vous voulez avoir des let's play en même temps qu'on raconte les podcasts. C'est pas un jeu, Has-Been Hotel, c'est une série. Ouais, je sais, mais c'est pas grave, ça m'y a fait penser. Ah, pour occuper le cerveau. Ouais, parce que moi, je maintiens, hein. Moi, je proposais qu'on fasse des podcasts avec let's play, mais le let's play, vraiment, c'est juste en mode... Enfin, voilà, c'est... Vous avez tous vu les vidéos TikTok avec Trackmania qui tournent, alors que le sujet d'origine, le mec, il joue même pas à Trackmania. Et pourquoi nous, on le ferait pas pour de vrai? On geek en même temps qu'on parle. Tant qu'on perd pas ce qu'on dit. Ouais, ça va être dur, ça. C'est ça la difficulté, parce que là, des fois, mon cerveau il est en souffrance, tu vois. Par exemple, là, je suis en mode putain, comment est-ce que je vais raccrocher ce que je disais avant? Je vais t'aider, t'inquiète pas. On va s'en sortir. T'étais en train de nous parler de justement venir chercher cette espèce d'endurance qui est quand même encore très en force. Mais tant qu'on ne rentre pas un minimum dans de l'endurance, on ne pourra pas avoir justement de la marge, du surplus qu'on peut du coup attribuer à aller chercher un RM plus haut. Exactement. Ça, c'était l'explication de pourquoi en street il faut essayer d'aller chercher plus de répétitions, et c'est comme ça qu'on réussit à passer à la progression supérieure. Ça, c'est notre travail de début de séance. Travail de début de séance, on fait des efforts qui sont longs, et qu'on essaye de pousser au maximum proche de l'échec. Donc long, mais avant tout intense. C'est-à-dire qu'on cherche l'intensité, mais l'intensité qu'on peut garder en longueur. C'est ça. Ton effort, il ne doit pas durer moins de 10 secondes. Tu peux pas avoir l'intention d'avoir tout donné si ton effort il fait moins de 10 secondes. Tu serais capable de relancer le même effort 1 ou 2 minutes plus tard. Prenez n'importe quelle séance que vous avez vue, notamment d'athlètes de haut niveau en street, même quand ils n'en ont pas conscience eux-mêmes, globalement, vous allez voir qu'au début, ils vont faire des longs combos. Ils vont faire leurs meilleurs moves ou leurs moves les plus à travailler. Et mais dans des formes qui tiennent, dans des combos qui passent, dans des trucs, etc., etc. Et en fait, à la fois, c'est là où ils vont construire du nerveux, de la force, etc. En fait, ils vont construire un peu de tout en assez bonne quantité. Et en même temps, c'est aussi le moment où ils vont en quelque sorte prendre note. Alors, pas forcément de manière réfléchie, hein. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont instinctifs, mais ils vont commencer à prendre note de tiens, ça c'est le truc où quand j'ai fini mon build-up général, faut que je vienne préciser ça. Et on en arrive, j'imagine, à l'étape suivante de l'entraînement Malo. Oh, c'est fort, mais là on commence à créer une connexion, mon Colin, waouh. Ouais. J'oublie ton esprit. Ce soir, tu vas te... Je finis pas la phrase, vous l'avez chez vous. Vous allez aller en vélo quelque part. Oui, parce que c'est important, les jambes. Donc deuxième travail de la séance, faites les jambes. Non, faites pas les jambes. Donc, si, faites-les, mais on a déjà soulevé le sujet. Non, c'était le dernier podcast. Faites-les, mais en nerveux, en intensité, pour garder des jambes très fines. Voilà. Enfin, il y a plein de manières de les bosser, mais on s'en bat les couilles. C'est pas... Ah putain, merde. C'était la phase Gilles de la Tourette. Je reviens parmi les mortels. On a des travails spécifiques au début. Le travail où je veux m'améliorer en planche, je fais de la planche, je fais mon max, je bourrine comme un débile. Ok,
En fait, tu fais ce que tu veux dans la forme que tu peux faire. Exactement, c'est ça. Il y en a qui vont faire des planches en banana, il y en a qui vont faire des planches en paille, il y en a qui... Chacun dégradera de sa manière à lui. On pourrait faire un podcast là-dessus aussi, mais là j'ai l'impression que je m'interromps trop et ça me casse les couilles. Rechute de la tourette. Donc on a ce travail spécifique, on va enchaîner avec du travail qu'on pourrait appeler correctif. Le but de ce travail, c'est d'être moins fatigant que le premier, parce que dans tous les cas, tu viens de cramer énormément d'énergie, tu peux plus te pousser à fond, ou alors si tu te pousses à fond, bah, tu vas pouvoir t'entraîner qu'une seule fois par semaine. C'est pas ouf pour un sport qui est très technique comme le street. Ça, c'est ce que vous voulez avoir lors de prépa compète, pas lors d'entraînement long terme. Voilà. Parce que la compète exige des gros entraînements. Ça, encore une fois, je pense qu'on y reviendra plus tard, on fera le parallèle. Comme je disais, si au début tu fais des efforts qui sont très volumineux et que tu pousses à l'échec, eh bien, faut juste faire l'inverse. Tu vas faire des efforts avec des temps de repos qui sont plus courts, mais des efforts plus courts. Des efforts qui sont plus clean aussi. Tu compenses tout. Donc, tu vois par exemple que sur ta planche, lorsque tu te pousses à l'échec, on va dire que l'amplitude qui pêche, c'est le haut de la presse. T'arrives pas à la finir. L'amorcer, ça va, mais ce qui cause l'échec, c'est le haut de la presse. C'est là où tu as le moins de force. Et bien, dans ces cas-là, dans ce travail correctif-là, tu vas isoler soit le muscle qui est responsable, si tu t'y connais bien en anatomie, soit si tu fais vachement plus simple, tu peux juste reprendre le même mouvement, une régression ou un élastique, et tu fais que cette petite portion-là. C'est l'exemple de la presse, mais ça marcherait aussi avec ton front lever. Tu veux apprendre le touch et tu vois qu'il te manque de l'amplitude, tu mets un élastique, tu bosses ton touch, tu bosses l'amplitude du touch. Si vous voulez un peu un truc qui est très simple mentalement, si jamais vous vous dites ah ouais mais moi je sais pas si j'arriverai à lire ma propre performance, je sais pas si j'arriverai à comprendre quel muscle ça isole, etc. Vous pouvez prendre sous un angle qui est vrai mais qui prend pas le général, mais qui par contre au niveau du mouvement que vous allez faire va prendre vraiment tout ce qu'il faudrait en quelque sorte. Je vais détailler avec du concret. Si vous avez fait un effort général, je vais prendre mon exemple. Moi, ces derniers temps, ça fait un petit moment que vous avez dû me voir tenter plein de one-arm planches qui sont très régulièrement, on va pas se mentir, bas de forme. Je les fais très souvent en combo, je les fais très souvent même en fin de combo, ou alors début de combo et puis j'enchaîne, etc., etc. Bien évidemment que je ne vais pas améliorer ma forme là-dessus. D'ailleurs, au passage, tous ceux qui sont en mode ah, gna, gna, mais ta one-arm planche elle est dégueulasse, je sais, je suis parfaitement au courant, j'avais pas pris le temps à ce moment-là de faire le correctif dont vient de parler Malo pour avoir plus que juste une one-arm planche qui passe de temps en temps de manière bas de forme. Là, j'ai une compétition demain. Il fallait donc que je fasse ce travail correctif, c'était important. Et du coup, le meilleur moyen d'y réfléchir, moi j'ai vu plus loin que ça, hein, mais vous pouvez vous dire, ok, j'ai fait X mouvement, il y a tel truc qui déconne, je l'ai fait dans mon combo, je l'ai fait à fond le caisson, etc. Ok, quel est le truc où j'ai senti que je douillais le plus? Genre vraiment le truc qui était trop dur pour moi, le détail. Vous étiez dans le général, maintenant vous prenez le détail. Je ramène au concret, moi dans ma one-arm planche, ce qui me posait le plus problème, c'était de réussir à avoir une stabilité qui me permettait de coller les pieds sans béner sur les côtés. À partir du moment où je me suis dit ok, mon problème c'est ça. Donc vous voyez que je suis pas rentré dans un détail de fou, hein. C'est pas genre ah ouais non mais parce qu'en fait vu que le deltoïde il est pas venu se fixer, du coup j'ai pas pu engager grand dentelé. Non 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 non. Quand je fais ma one-arm planche, je baigne à gauche et à droite, j'arrive pas à coller les pieds. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Eh ben, je me suis mis avec un miroir, avec un téléphone de l'autre côté, et j'ai fait une quinzaine de one-arm planches de 1 ou 2 secondes. Moi, ce qui m'importait, c'est j'ai une immobilité à un moment. Cette immobilité-là, j'étais comment, pourquoi, qui. Cet effort-là me consomme beaucoup moins d'énergie que de faire un combo avec one-arm planche début ou fin. Largement. Et me permet d'affiner. Là, pour que ce soit simple pour mon esprit, je me disais que j'affinais la technique. Mais bien évidemment que c'est pas uniquement ça. Bien évidemment qu'en faisant une quinzaine de one-arm planches d'affilée, en essayant de me pencher à droite, de me pencher à gauche, de resserrer les pieds, d'être plus haut, de rentrer les abdos, d'engager plus le grand dentelé, parce que ça, je sais comment je suis censé l'engager, mais vous pouvez ne pas avoir cette notion, c'est pas important. Et ben, en faisant ça, j'ai fait un gros travail musculaire, mais qui est beaucoup moins crevant, qui est beaucoup moins impactant que d'essayer de le caler en combo ou que d'essayer de tenir ma one-arm planche 5 secondes. Et quand je commence à me dire, ok, là j'ai compris, en fait, faut que je maxe comme ça, faut que mon torse parte comme ça, machin, même si j'ai pas un détail hyper poussé, vous allez voir que si vous faites ce genre de travail, plus vous le faites, plus il sera poussé.
naturellement. Genre, vous aurez de meilleures idées, vous aurez un esprit plus clair sur ce qu'il faut. Et ben après, ok, j'ai ça. Maintenant, j'essaie de revenir vers du temps sous tension plus long, mais je reste sur quelque chose d'assez isolé, d'assez spécifique. Et donc là, je me remettais à essayer de, ok, ma one arm planche, en fait, il faut que je la fasse comme ça. Maintenant que je sais qu'il faut que je la fasse comme ça, j'essaye de la tenir comme ça, mais toute seule. Donc ça, Exactement. c'est ce que disait Malo, c'est-à-dire on prend le général. Donc lui, il disait notamment parce que dans le général, c'est là où on va pouvoir faire le travail le plus, certes le plus global, mais aussi le plus approfondi. Et ensuite, dans ce truc-là, on essaie d'isoler notre maillon faible, de l'aligner avec nos envies, parce que des fois le maillon faible, c'est pas ce qu'on a envie de bosser, mais voilà, faut trouver le compromis. Faut Et mettre des frites dans les justement, haricots verts. c'est ça. Et on ne prend, oh, l'horreur. Et on C'est ne vrai. prend que ce petit point, avec éventuellement ce qui est nécessaire à pouvoir le travailler autour. Et on fait ça, on se concentre dessus, on trouve plein d'angles. Et je vous assure que si vous vous dites, en fait, je travaille la technique, ça va vous sembler beaucoup plus simple. Mais c'est pas vrai, vous ne travaillez pas que la technique. Mais c'est beaucoup plus simple dans votre tête de vous dire, ok, je n'arrive pas à coller les pieds, c'est un problème technique, je vais apprendre à coller les pieds. Et en fait, ce qu'il faudrait pour que cette technique se fasse, va se travailler en même temps que vous le faites. Exactement. Il faut partir du principe que peu importe l'effort qu'on fait, ça travaille toujours la technique, le nerveux et le musculaire, c'est juste les proportions qui changent. Bien évidemment que si tu fais une combinaison avec ces compétitions, avec plein de mouvements différents, quasiment max, d'intensité maximale, tu vois, tu fais tes plus gros power moves, tu fais des Maltese, tu fais des Victoria, des trucs comme ça. Normalement, le curseur nerveux et technique est à fond et le curseur musculaire Voilà. est censé être le plus bas possible. Je dis bien possible, hein, parce que passé un certain stade, vous pourrez plus le baisser tant que ça. Mais là, en l'occurrence, comme tu fais des efforts qui sont extrêmement courts, t'as pas le temps de te rincer nerveusement et musculairement, tu te concentres le plus. La technique, c'est la concentration. On peut voir ça comme la concentration que l'effort demande. Et c'est plus facile sur des petites courtes, sur des petites durées et sur des trucs très spécifiques. Si je m'étais concentré sur ah bah oui mais je veux aussi faire une one arm planche presse et pour une one arm planche presse faut que j'ai une maxi hauteur. Ouais mais peut-être que sans le savoir, essayer de travailler la maxi hauteur en même temps que j'essaye de coller les pieds, en fait c'est une connerie. Et aussi, ça te demande, ça va te demander plus de concentration. À un certain niveau, on peut travailler des détails techniques, on peut faire des séries de one arm planche en technique. Encore est-il qu'il faut avoir la force suffisante pour pouvoir se placer plusieurs fois. Il a dit qu'il a fait 15 séries. Ça demande quand même une bonne base de force. Ça veut dire qu'en bas de forme, sa one arm planche, il peut la tenir 10 secondes. Ça me paraît être un minimum. Tu vois. Oui. Et au-delà de ça, il faut avoir des aptitudes techniques qui te permettent de te concentrer sur ta lacune, sur la partie du corps qui pose problème, tout en effectuant une one arm planche. Ça demande des aptitudes techniques de base qui sont hors normes, et c'est important de le préciser. Et si là, du coup, ça vous fait peur parce que vous vous dites, bah oui, mais justement, ma full planche, je la tiens pas, genre, je la tiens 3 secondes, mais il faudrait que je corrige le bassin, du coup, il faudrait que je sois capable de faire 15 full planches d'une seconde, machin. Non, pas forcément, parce que, on rappelle, comme je le disais, il faut réussir à mettre autour ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous pouvez jouer élastique, mais du coup, il faut comprendre, ok, l'élastique, il va jouer sur quoi sur ma forme. Est-ce que je réussis à utiliser l'élastique pour pouvoir isoler, je sais pas, le port des pieds et la protraction, mais pas le bassin. Et donc, le bassin, je me concentre que sur lui. Ou vous pouvez faire lean. Ok, lean, j'ai les pieds au sol, j'ai pas à gérer mes jambes. Par contre, comment j'ai tendance à envoyer ma lean pour placer mon bassin? Est-ce que est-ce que je suis pas en train de falsifier l'effort? Une fois que vous avez trouvé ce truc-là, et vraiment, vous dites pas qu'il faut le pré-shot. Testez des trucs. Tester des trucs. Vous testez avec l'élastique, ah mais non mais en fait l'élastique il porte mon bassin, ça marche pas. Ok, je mets l'élastique ailleurs, ouais si je le mets au pied, du coup en fait ça tire mes pieds vers le haut, du coup ça arnaque mon bassin, ok j'essaye en ligne. Attends, non en fait en ligne ça marche. Ok, je garde la ligne. Et là vous faites ce que j'ai fait avec ma one arm planche, en ligne full. Vous faites 15 lignes full le plus proche possible de votre vraie full en jouant sur le bassin et en trouvant qu'est-ce qui me permet de gaspiller le moins d'efforts overall, hein, parce que évidemment que sur l'instant T, vous allez probablement gaspiller plus d'efforts. Mais par contre, genre ça obtient le résultat que je veux, et au final, j'ai économisé de l'énergie en réalité. C'est-à-dire quand je lâche ma planche, que je me relève, et ben en faisant comme ça, je suis moins crevé, j'ai moins mal partout, j'étais vraiment plus stable, j'ai eu moins de choses à corriger. Ok, c'est ce truc-là. Là, vous avez trouvé votre spécifique.
comme tu l'as précisé, et c'est très bien, on rattrape l'exemple de la planche ligne que tu as donné au départ. La planche ligne, tu disais qu'on pouvait l'effectuer de plein de manières différentes. Bah, typiquement, si pour vous, faire une planche, c'est encore difficile, bah, vous n'allez pas pouvoir, avec 2 ou 3 secondes de planche, faire du travail technique avec de la planche. Parce que sinon, oui, il faudrait faire une microseconde, juste vous placer, ce sera trop dur. Vous allez faire 3-4 séries, puis vous serez rincé. Ah ouais. Vous devrez trop forcer pour pouvoir vous concentrer sur votre placement. Le fait de Imaginez forcer et de se concentrer, c'est vraiment opposé. Vas-y. Imaginez tout ce que vous avez découvert que la planche demande. En plus, je suppose que si vous commencez vraiment à la travailler, vous vous doutez qu'il y a beaucoup plus que vous n'avez pas encore vu. Bien évidemment que vous pouvez pas, même si vous vous dites, je pense qu'il y a un truc. Le problème, c'est que le reste est indispensable à ce que la planche fonctionne un minimum. Donc il faut que vous trouviez le moyen de ne pas niquer le truc, mais d'enlever des étapes de technique tant que il vous demande de la capacité cérébrale. Une fois que ça vous en demande plus, c'est good. Moi, si je pouvais faire mes 15 one-arm planches, c'est parce que comment lean ma one-arm planche, comment la décoller et comment trouver l'équilibre, ça c'est un truc qui me demande plus de neurones. Ce qui me demandait des neurones, c'était comment être droit, comment être haut, comment être propre. Et du coup, je me suis dit, on va déjà laisser de côté droit et haut, on va essayer d'être propre. C'est ça. Tu as déjà automatisé la majorité. Et c'est pour ça que j'ai dit que faire du travail technique en faisant des trails de one arm planche, ça demandait d'une part une force de brute, et d'autre part des aptitudes de concentration hors normes. Je sais, quand on regarde Colin comme ça, on peut se dire non, il sait pas se concentrer ce mec-là, c'est pas possible. et pourtant, si Colin. Vous reprenez la courbe d'Hormèse, c'est pas pour rien que j'ai l'air très très con 90% du temps. Les 10% qui restent, je passe tout ce qui me reste. Einstein, je passe tout. Et donc, si on revient sur cette fameuse planche ligne, eh bien, ça peut être une très bonne alternative lorsqu'on a des difficultés à se concentrer en planche ou que la planche est encore trop difficile. Ça permet de dégager des éléments techniques. Tu peux juste se concentrer sur ce qui t'intéresse. Même au-delà de ça, tu avais dit qu'il y avait plusieurs manières de l'exécuter. Pour un travail technique, comment on développe l'agilité ? L'agilité par essence, la définition de l'agilité, c'est ta capacité à te placer rapidement dans une position voulue. Donc, faire des planches lean, c'est un très bon exercice. Le bémol, c'est que la plupart des personnes font juste « hop, je me cale en planche lean, je tiens le plus longtemps possible ». Ouais, ça c'est du renfort. C'est pas du travail technique. Donc, ça peut être intéressant si tu as une lacune en force. Par exemple, ta protraction, bah, tu vas faire du renforcement. C'est un travail correctif aussi. Tu vas faire du renforcement en planche lean. Mais si tu as une grosse lacune technique aussi, ce serait très intéressant de faire des répétitions. Donc de te placer planche lean, tu reviens, tu te replaces, tu reviens, tu te replaces. Parce que plus tu te replaces, plus tu apprends à le faire vite et de manière efficiente. Et en plus, vous allez bien vous rendre compte, par exemple, il y a des gens qui vont faire ça, et leur première planche lean, ça va être n'importe quoi parce qu'ils sont allés trop vite, et plus ils le font, plus c'est clean. Et il y en a d'autres, ça va être exactement l'inverse, parce que quand ils se jettent dedans sans réfléchir, et ben en fait leur cerveau a bien intégré les trucs qu'il faudrait faire, et plus ils fatiguent, plus ils se disent faut que je fasse quelque chose, et en fait ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire est mauvais. Ça va dépendre de votre, littéralement de votre façon de réfléchir, de votre façon d'analyser, de votre compréhension de la planche, etc. Là j'ai donné 2 exemples assez extrême et assez précis, mais évidemment qu'il y a beaucoup plus de petites choses qui peuvent jouer sur comment vous allez vous placer en ligne, et ça va vous permettre justement de vous créer votre propre individualisation. Comment je marche ? Est-ce que moi je suis plus efficace quand je vais me placer tout de suite sans réfléchir ? Est-ce que moi je suis plus efficace quand je prends mon temps ? Est-ce que moi je suis plus efficace quand je bourrine ? Ou est-ce que moi je suis plus efficace quand je m'en fous ? Exactement. Bah, si je dois donner un exemple là-dessus, moi je sais que j'ai la meilleure technique quand j'y réfléchis pas et que j'essaye simplement d'être le plus explosif possible. Dès que j'essaye d'être explosif, ma technique est nickel. Mais si j'essaye de prendre un peu plus mon temps, de contrôler les mouvements, c'est là où ça fait de la merde. Et ça, ce serait clairement pas une règle absolue, hein, vraiment pas. Ouais, voilà. Mais typiquement, mes planches négatives, tu vois, lorsque je prends mon temps, mes jambes elles plient, je pointe pas les pieds, je retiens avec les lombaires, ça fait de la merde. Pour raccrocher au côté organisation, parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont l'impression qu'on a dérivé, mais en fait pas du tout. Donc je vais vous raccrocher ça à de l'organisation, vraiment même l'organisation pure. C'est qu'en fait là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de prendre le projet dans sa globalité. Voilà le combo que je veux faire. De ce projet, on a découpé des étapes.
ok, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui fait chier, il y a ça qui est bizarre, il y a ça qui marche bien, etc. Et dans ces étapes-là, on essaye de trouver l'étape qui est cruciale, l'étape qui actuellement mérite notre intérêt, l'étape qui est importante et urgente. On va arriver sur ce sujet-là un peu, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il va débarquer bientôt. Mais en fait, on a une manière d'hiérarchiser ce qui devrait nous demander notre énergie cérébrale et physique quand on s'organise pour notre entraînement. Et ce qui est tout en haut de la pile, c'est important et urgent. C'est-à-dire là dans ma foule, mon bassin m'empêche totalement d'aller plus loin. C'est notre maillon faible. On a isolé cette étape, et bien cette étape, pouf, on l'ouvre, ça devient notre projet. On a notre projet général, on prend une petite étape, on l'amène là, on l'ouvre, et ben c'est le projet de corriger ça, parce que ça c'est vraiment ce qui nous bloque dans notre progression. Et on essaye de créer des étapes dedans. Ça va commencer par, justement, en fait, on reprend presque le même cycle. Hein. On avait déjà parlé de cette notion de les cycles se retrouvent à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'on va faire des trails de ce petit point. Ah putain, en fait, si j'arrive pas à gérer mon bassin, c'est parce que j'ai pas compris comment j'utilisais mes abdos, en fait. Ok. Du coup, étape 1, comment j'utilise mes abdos. Et vous pouvez partir dans un extrémisme où vous refaites encore la même chose et vous réouvrez, vous refaites des étapes. C'est souvent un peu trop. C'est-à-dire que là, le but, c'est quand même de finir par cocher des étapes, pas juste ouvrir des nouveaux projets dans des nouveaux projets dans des nouveaux projets. Donc voilà, on va se dire que ça, ok, maintenant on est vraiment dans... On a notre liste générale, on a notre sous-liste et on a notre étape 1 de cette sous-liste. Il faut que je corrige mes abdos. Une fois que j'ai corrigé mes abdos, ça a fait quoi? Eh ben, ça a fait que j'ai remarqué que, ok, j'arrive à engager mes abdos, mais ils sont pas associés à mon bassin. Donc j'ai corrigé mes abdos, mais il faut les lier au bassin, c'est l'étape 2. Je les ai liés au bassin. Ok, c'est cool. Pouf, machin. Et si à un moment vous voyez que dans ces étapes-là, il y a une étape qui est quand même trop complexe pour être gérée, pour être organisée comme ça, et ben là, vous vous permettez de la réouvrir dans c'est mon nouveau sous-projet et je mets des étapes dedans. Et vous allez vous dire, je perds du temps à faire ça, mais c'est pas vrai parce que quand, je sais pas, genre là tout de suite, je vous dis, faut que vous rangiez votre maison. Oh la galère. Par contre, je vous dis, bon, il faudrait ranger la maison, donc la priorité, c'est qu'il faudrait commencer par ranger, je sais pas, votre salon. Ok, ça c'est plus facile. Et dans votre salon, la priorité, c'est évident, c'est que la table du salon, elle est en désastre. Vous n'allez pas laver le sol si 5 minutes plus tard, vous allez débarrasser votre table et en foutre partout par terre. Donc, je commence par débarrasser la table. Débarrasser la table, ça, j'ai pas besoin de l'ouvrir dans encore un sous-projet où j'ai besoin de commencer par prendre ma gourde. Non, c'est bon, je débarrasse la table. Voilà, ça c'est la logique que vous devriez avoir quand vous voulez travailler votre entraînement. Et ce cycle, là on vous en parle pour une séance, mais du coup il est à prendre en compte aussi dans votre semaine de séance, dans votre mois de séance, dans votre courbe d'hormèse d'apprentissage de votre combo, dans votre vie, dans votre afterlife, dans toute votre existence. Pardon, voilà, il est global. Eh ben, ah, écoute, j'ai perdu mon casque. C'est pas souvent que c'est... Je suis tellement con, je perds mon casque. Tu m'as impressionné là, Colin. C'est pas toi qui reprends tout et qui contextualise. D'habitude, c'est mon job. Tu m'as volé mon job. Je suis plus organisé que toi. Oui, bah c'est même toi qui as fait le plan. C'est toi qui te coupe la parole tout le temps. Normalement, c'est mon job, ça. Ouais. Bah, c'est pas grave, on a eu une inversion, voilà. C'est Doul et Muratron. Enfin, c'est bien du coup que tu aies tout recontextualisé. Un dernier point pour parler de l'entraînement, du coup, donc, on a vu la trame générale, on sait que hors compétition, habituellement, on prend un mouvement, on force dessus en début de séance, puis après on corrige tous les détails techniques et ou les détails musculaires, donc des lacunes, des manques de force, de souplesse et autres dessus. Ça, c'est ce qui arrive après quand le correctif, on n'a plus la concentration de le faire. On se dit, ok, globalement, en fait, très souvent, vous allez vous rendre compte que quand vous n'arrivez plus à faire attention à ce que vous faites, vous croyez que c'est parce que vous êtes fatigué ou que c'est trop complexe, mais c'est potentiellement parce que vous n'avez pas assez de marge musculaire pour pouvoir suffisamment isoler la chose, suffisamment prendre le temps d'y réfléchir, etc. C'est logique, si je vous laisse un temps infini pour travailler n'importe quoi, vous allez toujours y arriver quand le temps est infini. Le problème, c'est que vos muscles, eux, il y a un moment, ils en peuvent plus, et quand ils en peuvent plus, vous avez beau savoir ce qu'il faudrait faire, vous n'arrivez plus à le faire. Et là, on arrive sur le travail de fond. Je sais pas si tu le nommerais comme ça, mais pour moi, c'est ça. C'est genre, tu as le global, le correctif et le fond. Le fond, c'est, ok, maintenant, je peux plus travailler ma technique, même encore une fois, on est d'accord, ça travaille d'autres choses. Réfléchissez en termes de technique. Et du coup, je vais prendre
on reprend mon exemple de, tiens, mes abdos, machin, mettons, j'ai réussi à gérer mes abdos de comment ils devaient se placer, j'ai réussi à gérer mon bassin, et puis rien qu'en arrivant à cette deuxième étape, c'est bon, je suis déjà rincé, j'arrive plus à forcer suffisamment dans mes abdos pour que ce soit cohérent, et donc j'arrive pas à travailler la liaison bassin. Eh ben, je vais trouver comment je peux renforcer cette liaison abdos-bassin. Et si on reprend un exemple concret, c'est-à-dire que là, il disait placement ligne, on s'enlève, placement ligne, on s'enlève, placement ligne, on s'enlève. J'ai plus la force de faire ça, du coup, j'arrive plus à faire attention à mon bassin et mes abdos. On peut soit avoir encore un peu de jus et faire quand même encore du spécifique, mais en renfort, par exemple, je me mets un élastique au pied, je suis en pike et je viens écraser doucement et placer et remonter. Et là, je suis dans du musculaire. Parce que vu que je le fais lentement et que je viens aligner des alignés tranquillou, mais qu'il y a l'élastique qui me porte, je suis pas dans l'intensité de venir placer une ligne full directe. Mais je travaille toujours je m'aligne, je fixe, je désaligne. Je m'aligne, je fixe, je désaligne, etc. etc. J'ai un appel d'Anis, mais je crois que je répondrai après. Si jamais ce spécifique-là, on a vraiment tellement cramé notre jus qu'on peut plus le faire, les gars, on l'oublie trop souvent. Il faut faire de cette rep. Tu ne peux pas progresser si tu n'as pas un minimum de prépa physique de base. Donc, un jour, tu seras capable de faire ton certain réponse spécifique. Mais ce n'est pas encore le cas. Tu es encore trop petit, jeune fifrelin. Il te faut renforcer ton corps. Il te faut te préparer à l'effort qui est encore trop grand pour ton petit corps. Ah ben, le set and rep, je suis d'accord que c'est très très sous-coté. Donc comme tu viens de le dire, oui, c'est important aussi de travailler sur le musculaire. On pourrait appeler ça le travail de fond. Moi, dans Bible of Static, j'appelle ça le travail musculaire. Ni plus ni moins. Moi j'appelle ça travail de fond parce que je considère que c'est un espèce de truc que tu peux faire un peu tout le temps, qui est très général, qui est très petite intensité. C'est genre le petit fond pour que tu aies toujours une base sur peu importe ce que tu fais. Et là, du coup, on le rend... Normalement, il est absolument, totalement très généraliste. Mais là, on essaye de trouver dans notre ultra généraliste le truc qui est le plus proche de travailler. Bah tiens, mon problème c'est abdos-bassin. Bon, bah quel est l'exercice dans le set and rep classique qui me permet de travailler ma liaison abdos-bassin en me demandant 0 neurones, en me demandant peu de force et surtout de l'endurance. Bah c'est ça. Ok, et bah je le prends. Et encore une fois, je vous disais, si vous regardez les athlètes haut niveau, si vous avez déjà vu un entraînement complet d'athlètes haut niveau, je crois que j'ai jamais vu un seul athlète ne pas faire ça, ou alors c'était une prépa complète. Sinon, c'est toujours, il commence par des combos, puis il voit le point, il le travaille, et quand il est cuit, alors vu que c'est des athlètes haut niveau, ils font du renforcement spécifique, mais pour eux, à cette échelle-là, c'est presque l'équivalent d'un général. Par exemple, Ilyes qui essaye, je sais pas moi, de renforcer... allez, je vais dire une connerie parce que je sais pas du tout si c'est un truc qu'il a fait, hein, mais de renforcer le no grip pull-up touch à mort. Et ben quand il arrive plus à travailler juste des montées to touch, montées to touch, montées to touch, il va prendre un méga no false et il va pull up, 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 prendre un petit élastique, pull up, 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 parce que lui il peut se permettre d'en faire 20, il est sur du set and rep. C'est ça, bah, il se balade déjà sur le mouvement quoi. Genre, toi tu fais du set and rep parce que tu sais claquer 15-20 tractions, bah lui il sait claquer plus de 30 front lever pull-up, donc il peut faire son renfort avec ça. Plus de 30 front lever pull-up, je crois pas quand même. Ah, quoi que... Mec, si, il y a Onizuka qui a 30 to touch. Onizuka il a 30 to touch. Alors Ilyes et Onizuka ils sont proches en termes de tirage. Hein. Faudrait que je regarde, c'est possible. Bon, moi je pense que si, sans souci. Donc voilà, si on doit finir sur l'entraînement, t'as ton travail spécifique au début. Ensuite, tu fais un jeu des 7 différences avec, en regardant ton skills de base et tu te dis ah ça c'est pas pareil, je dois corriger. Puis tu te filmes, tu fais des efforts qui sont plus courts, qui sont moins difficiles. Tu peux même baisser un petit peu l'intensité ou la technicité si besoin. Donc pour ça, bah encore une fois, dans Bible of Static ou dans les autres podcasts, on a expliqué pas mal de fois comment faire. Et donc si tu es à l'entraînement classique, au début de séance, ce sera tu travailles à fond sur une figure et ton travail correctif, ce sera bah, tu relèves les détails techniques de la figure en question et tu les peaufines, puis tu renforces un petit peu. Si tu es en prépa compétition, ce sera tu as une combinaison générale qui t'a plein de mouvements, et ben ton travail correctif, ce sera tu reprends des mini-passages de cette combinaison, des transitions où tu as du mal, puis tu corriges ces transitions-là, et éventuellement tu fais un petit peu de renfort sur le move qui te posait le plus problème dans ta combinaison générale.
En fait, là, on va retrouver quelque chose qui rejoint énormément comment les musiciens travaillent leur musique. C'est que en fait tu vas prendre le passage soit un peu technique, le passage un peu trop rapide pour toi ou le passage où tu n'arrives pas à mettre de l'intention et tu le fais, tu le refais, 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 tu le refais. Voilà. Donc là on cherche pas à améliorer au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire gna, là machin. Normalement tu le passes. C'est juste que tu le passes pas avec cette facilité pour qu'il n'y ait jamais d'accro, que ce soit super fluide, super joli, et donc tu vas le faire, jusqu'à ce que ce soit parfaitement naturel, genre tu le connais par cœur, même quand tu le fais pas propre, et ben il passe quand même. Sangohan, qui a tellement poncé certains moves que des fois il se lance, il est à 50 000 km de la barre, il devrait absolument pas la rattraper, et de toute façon c'est impossible qu'il fasse une one arm front derrière, et ça passe, bas de forme, mais ça passe. Ouais. Le forcené. Mais voilà du coup comment ça marche. Et je pense que on a beaucoup parlé de l'organisation de l'entraînement. Maintenant, vous avez compris comment ça fonctionne. Mais si on doit extrapoler un petit peu. Bah ouais, parce que on vous a dit tout ça, c'est beau, c'est bien, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie mentale. Moi, je travaille, j'ai plein de choses à faire. Ma maman, elle m'a dit qu'il fallait que j'aille faire les courses. Faut que je passe voir ma copine. Et, moi, je veux bien, hein, quand on veut, on peut, et c'est vrai. Mais quand on est dans la logique, si on veut, on peut, je m'épuise vite. Mais alors, Parce que s'il Colin faut se lever tous les matins à 5 heures pour s'entraîner 2 heures avant d'aller au boulot, il y a un moment, j'ai plus la capacité physique. Donc comment je fais? C'est vrai ça. Comment Bah est-ce qu'on ouais. cale ouais. Eh Eh bien bien, voilà, on va voir comment intégrer, comment adapter ce qu'on devrait faire avec ce qu'on peut faire. et on l'avait foreshadowé. On avait fait du foreshadowing de ça parce que j'ai parlé de urgent et important. Exactement. Et en fait, ça, c'est des règles de gestion de projet, si je dis pas de bêtises. C'est que je vous ai parlé de prendre votre projet, l'ouvrir et de voir les étapes. Comment j'organise mes étapes. Et en fait, là, le truc de je dois bosser, je dois m'entraîner, éventuellement je dois préparer une compète, ma mère veut que je fasse les courses, et puis j'ai envie d'aller au cinéma avec ma copine. Et ben en fait, ça va se ranger dans un petit tableau, et vous allez pouvoir organiser l'ordre de vos étapes avec cette logique comme suit. Il faut en priorité ce qui est considéré comme urgent et important. Alors attention à pas vous faire avoir et à pas prendre pour important ce que les autres pensent important, ce que la société pense important, etc. Ce qui est important pour vous. Donc qu'est-ce qui ne peut pas attendre et qui est crucial pour vous, qui est ultra important. Il y a des gens pour qui ce sera, par exemple, entre un très bon exemple où c'est très flou, c'est entre aller au cinéma avec ma copine et faire les courses pour ma mère qui peut pas marcher. Il y a des gens qui vont pas avoir le même rapport pour raison de contexte. Par exemple, en fait, c'est parce que là, tout de suite, ma mère, elle a plus de beurre, mais je sais qu'elle mange trop de beurre. Je lui ai déjà dit, elle est d'accord, il faudrait qu'elle passe à l'huile d'olive. Je sais qu'elle a de l'huile d'olive et je sais qu'elle a une personne qui va passer dans l'après-midi pour lui faire ses courses. L'exemple Ok, de c'est ouf, pas, mec. c'est théoriquement, du coup, c'est théoriquement plus important que d'aller au ciné avec ma copine. Mais en fait, c'est pas urgent, alors que le ciné avec ma copine là, c'est le seul créneau de libre pour les 2 prochaines semaines. Et c'est un film qui sera plus montré alors qu'on s'était vraiment dit qu'il fallait le voir. Donc du coup, en fait, les deux sont importants, sauf que ma copine, c'est urgent et important. Ou alors c'est l'inverse. Ma mère n'a vraiment plus rien à manger. Plus rien. Là, si je vais pas faire les courses, elle va pas manger. C'est vraiment urgent. Donc voilà, on commence par ce qui est urgent et important. Tout de suite derrière, en fait, juste ce qui est urgent. C'est-à-dire, ok, c'est moins important, mais le fait est que si je le fais pas maintenant, y a tout le reste qui tombe à volo. Donc, par exemple, ça, il y a un truc que tout le monde range Fais de la assez liaison facilement. à volo. À volo. C'est bon, tu peux continuer, j'ai fini de te perturber. Un exemple très parlant du truc qui est quasiment tout le temps urgent et qui parfois est important, mais pas toujours, c'est le boulot. Le boulot, vous n'avez pas le choix, c'est de telle heure à telle heure, et on sait tous que peu importe à quel point on a des trucs importants, il y a un moment, tout passe au secondaire parce qu'il faut aller bosser. Dans le genre de truc qui est tout le temps urgent, alors que très souvent on le range dans pas important, et que malheureusement à cause de cette réflexion-là, beaucoup d'entre nous, on y laisse passer à la trappe, c'est le sommeil et la nutrition. Ça devrait être important, mais on le considère pas comme tel. Mais il faut se rappeler que c'est urgent, donc ça devrait tout le temps passer juste après ce qui est urgent et important.
Ensuite, on a ce qui est important, c'est-à-dire en soi, j'ai tout le temps du monde pour le faire, mais c'est tellement important qu'il faut à tout prix que je le fasse dès que je peux. Et ensuite, on arrive sur justement ce que je vais appeler secondaire, qui est juste non urgent et non important, mais qui est utile. Et enfin vient un petit supplément qui n'existe pas normalement dans l'organisation de la gestion de projet, mais qui pour moi c'est important parce que là on parle d'une organisation globale, pas d'une organisation professionnelle, c'est j'aimerais bien. Le j'aimerais bien, faut pas qu'il existe jamais. Faut qu'il y en ait un peu de temps en temps du j'aimerais bien, sinon vous allez péter les plombs. Justement, l'exemple de quand on veut, on peut, donc du coup, je cale mon entraînement tous les matins à 5h et je fais ma souplesse tous les soirs et du coup, je vais jamais voir mes potes parce que c'est ni urgent ni important. C'est même pas secondaire. Le secondaire, c'est ma lessive. Le secondaire, c'est d'être allé au resto avec telle personne. Le secondaire, rien. Mais en fait, si vous le squeezez tout le temps, vous n'allez pas tenir le choc. Parce qu'on ne peut pas tenir le choc en faisant que ce qu'on doit faire. Donc il faut du j'aimerais bien. Il en faut une petite portion. Si vous arrivez à hiérarchiser comme ça et à être cohérent, c'est-à-dire que l'urgence, il y a des choses qui sont urgentes, mais qui sont urgentes pour dans le mois. Donc en fait, elles ne sont pas urgentes pour votre journée, elles ne sont pas urgentes pour votre semaine. Faut réussir dans ce genre de truc à vraiment hiérarchiser correctement pour que chaque jour, ce qui doit être fait avant la fin de la journée est fait. Ensuite, ce qui est important à faire globalement dans ma vie, je l'ai attaqué ou j'ai commencé à avancer dedans. Et ensuite, le secondaire, j'ai pu en faire un peu et il me reste un petit espace pour faire ce que j'aimerais. C'est très intéressant et du coup... Une petite question dans ma bouche qui me brûle les lèvres, Colin. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'organises... Enfin, je pense connaître la réponse, mais... Est-ce que tu t'organises de manière ultra carrée, tu planifies tout? Ou est-ce que tu fonctionnes un petit peu plus au feeling? Ah, dès que tu as une nouvelle information, un nouveau truc qui arrive, tu sais à peu près où le caler, s'il est plus important, ou tu as besoin de tout écrire sur le papier? Merci pour cette transition offerte sur un plateau. Parce que ce que soulève Malo, c'est quand même... Pardon, moule. C'est que tout n'est moule. J'ai cru que t'allais faire une comparaison obscène, mais bon, tout va bien finalement. Non. Ce que soulève Malo, c'est des points importants tels que les imprévus. Parce que moi, là, dans ce que je viens de dire, magiquement, en fait, vous savez toujours. Genre, vous savez toujours que c'est urgent et important, mais pas toujours. Vous savez toujours que exactement ce qui va se passer dans votre semaine, mais c'est pas vrai. Des fois, on va vous proposer d'aller boire un coup ce soir. C'est un imprévu. Et en fait, pour moi, il faut un juste équilibre entre les deux extrêmes que tu viens de proposer. C'est-à-dire, il faut pas que vous soyez toujours en train de refaire votre planning de ce qui est urgent et important, de ce qui est machin. Si vous le refaites tout le temps, en fait, vous allez sans arrêt changer de truc. Parce qu'il pourra toujours y avoir un truc qui est plus urgent et plus important et qui va vous tomber sur la gueule. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait aucune place. Il ne faut pas que tout soit organisé, ce qui fait que quand il y a un imprévu, le ciné n'est pas possible ou machin, vous êtes en mode... Elle ne fait quoi maintenant? Donc, il faut en fait des créneaux de hiérarchie. Et c'est un truc... Enfin, des créneaux en fait à destination de... exemple typique, je vais très souvent, moi... par exemple avec ce que je viens de dire sur urgent, important, puis urgent, puis machin, en fait je sais que j'ai un créneau de 6 heures par exemple qui est pour le urgent important, un créneau de 3 heures qui est pour le urgent, un créneau d'1 heure qui est pour ce que j'aimerais faire machin, et je sais qu'il est un peu modulable, c'est-à-dire que mon 6 heures de urgent important, il est très probable que j'ai pu finir ce qui était réellement urgent et important en 4 ou 5 heures. Et donc là, il faut que je vois qu'est-ce qui a le plus de chances de passer à la trappe dans ma journée. Est-ce que c'est ce que j'aimerais faire? Est-ce que c'est ce qui est important? Est-ce que c'est ce qui est secondaire? Est-ce que d'ailleurs, dans ce que j'aimerais faire et qui est secondaire, il y a une petite notion d'urgence, qui reste quand même moins important qu'un vrai truc urgent, mais quand même, il y a une notion de temporalité qui peut passer à la trappe. Du coup, c'est ça qui va prendre la place de, etc., etc. Et le fait d'être un peu large, ça c'est un truc qu'on a aussi en gestion de projet, quand on fait une organisation et qu'on prépare un planning, il faut toujours qu'il soit plus grand que le temps réel que ça demanderait. Parce que vous allez perdre 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Il faut anticiper les imprévus. C'est ça. Cette notion, c'est une notion que vous avez déjà sur quelque chose de tout simple, vos déplacements. Quand vous commencez le boulot à 17h et que vous finissez le boulot à 22h, vous savez très bien que ça va pas être 17h je pars au boulot, 22h je rentre. C'est pas vrai. Ce sera jamais vrai. Donc, vous dites à vos potes qu'à partir de 16h, vous êtes plus disponible.
et vous dites à vos potes que vous pouvez rien faire avant 23h. Est-ce que ça se voit que j'ai souvent eu des boulots en décalage horaire? Ouais, parce J'ai que c'est pas réalisé courant pendant de que je disais donner les l'exemple horaires. 17h20. Non mais ok. Mais c'est bien parce que du coup, toutes les informations que tu apportes, bah, elles sont applicables à la fois dans la vie de tous les jours, et on va s'en Dans servir pour donner l'entraînement, un dans la vie exemple professionnelle, quand est-ce qu'on cale l'entraînement justement, mais ouais, c'est aussi valable dans l'entraînement. complètement. Enfin, surtout, j'aimerais revenir sur le point que tu as dit, parce qu'il était très parlant pour moi, le fait de vouloir toujours prioriser l'entraînement et de pas l'entraînement ou autre chose, hein, ou son travail ou autre, et jamais se laisser la place pour ce qu'on aimerait faire. Moi, ça m'est arrivé, la routine justement, se lever tous les matins à 5h du mat, faire son entraînement, et puis ensuite tu sociabilises plus, les gens en cours t'en as rien à foutre de leur gueule, ou quand tu bosses, bah, Et ça marche t'en as très rien à bien, foutre. hein. Ça marche très bien au début. Ah, t'es au Ouais, top. T'accomplis c'est plein ça. de C'est ça trucs. qui est pervers. Oh, les endorphines et tout, d'avoir réussi tout ça. Pouah, qu'est-ce que t'es bien. Et puis après, tu te rappelles que la dopamine, tu t'en prends dans la gueule tous les jours et c'est stressant. Justement, tu vois pas tout de suite le problème, mais tu peux avoir de l'anxiété qui commence à arriver, tu sais pas vraiment d'où elle vient, et puis plus ça va, plus tu vas tomber dans une espèce de dépression, no pain, no gain, en mode non mais il faut que je le fasse, et en même temps je suis pas bien, pourquoi je suis pas bien, tu comprends pas pourquoi. En plus, tout le monde va te valoriser pour être capable de faire ça. Tout le monde va te t'encenser. Tout le monde, la société va te dire c'est bien mon fils. Ton boulot, bah c'est top, etc. Alors en plus, il y en a qui voient déjà le problème que oh là là, attention, parce que moi quand je m'organise super bien au taf, on me donne juste plus de taf, hein. Oui. Et spoiler, tu fais ça avec toi-même. Quand tu arrives à faire plus, tu te demandes plus. Et il y a des moments où il faut que tu dises je pourrais, mais si je continue, il y a un moment où je pourrais plus rien. Tu gardes cette Et petite c'est pas marge, possible. comme ce qu'on a dit à l'entraînement. Mhm. C'est bien d'avoir une petite marge, c'est bien même dans l'alimentation, et c'est courant de dire, on pourrait faire un podcast sur l'alimentation, dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse. Et c'est courant aussi dans l'alimentation de dire bah tu ne pars pas du repas en t'étant blindé le bide, tu gardes une petite marge. Bon, je suis pas du tout certain d'être celui qui respecte le plus cette loi-là niveau alimentation. Et en même temps, il faut pas tomber dans Mais l'extrême opposé qui est que tu manges toujours que des petites portions parce que ouais mais je sais pas si j'aurai assez à manger, ouais mais j'ai pas forcément le temps, ouais mais j'ai pas machin. Si tu fais ça tout le temps, donc par exemple là si on ramène à l'organisation de ma journée, si je me laisse tout le temps une grosse marge de temps libre parce que j'ai très peur de pas avoir le temps de faire ce que j'aimerais faire, bah en fait je vais aussi build up de l'anxiété parce que je vais tout simplement build up mes projets. C'est-à-dire que je suis tout le temps un peu en retard dans ce que j'ai à faire. Et c'est là que c'est super important, justement, cette notion de urgent et important. Il faut réussir à la ramener à votre capacité réelle. Il y a des gens qui ont des capacités de travail qui sont énormes. Il y a des gens qui ont des capacités de travail qui sont très petites. Il y a des gens qui arrivent à améliorer leur capacité de travail et il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Ça, par exemple, c'est mon cas. C'est-à-dire que je vais très souvent commencer avec une capacité de travail colossale qui va se fatiguer très vite. Et au début, je croyais que c'était parce que j'étais tout le temps dans la logique de j'en fais plus, j'en fais plus, j'en fais plus. Mais aujourd'hui, je sais que non, c'est parce que on reprend cette fameuse courbe d'Hormèse. J'ai une courbe d'Hormèse qui est aussi dans les extrêmes tout le temps. C'est valable aussi pour mon activité sportive d'ailleurs. Donc du coup, je vais souvent osciller entre des capacités de travail monumentales et puis ensuite des capacités de travail inexistantes. ouais, Et en fait, c'est un cycle que j'ai, donc il faut que j'arrête de me flageller là-dessus et il faut que je l'organise. Je sais que moi, j'ai besoin d'un moment de travail qui est long et intense, mais par contre derrière d'une déconnexion qui est totale. Là où il y a des gens qui pourront être un peu plus nivelés. un peu plus tout le temps. Bah, moi, par exemple, être un petit peu tout le temps à taffer, c'est quelque chose que je tolère sans trop de soucis. Il peut y avoir des moments d'efficacité intense, etc. Mais tu vois, enfin, bosser du 50-60 heures semaine en permanence, ça pose pas plus de soucis que ça. J'aurais besoin de mini déconnexions, mais je pense pas aussi grosses que toi. Mais quand tu t'y mets, je pense que tu peux monter à plus d'heures par semaine que moi. Ouais. Ça nous fait un bon parallèle vers... ça rejoint vraiment l'individualisation dont on a déjà parlé. Ouais, je casse encore les burnes avec mon individualisation. Un plaisir, hein, C'est vraiment. super important, c'est comme la courbe d'Hormèse, c'est des trucs, oui, on est chiant et on y ramène tout le temps, mais parce que le problème, c'est que c'est des notions que si on se disait, ah, on va arrêter de le mentionner tout le temps, et ben en fait, ça enlève une certaine cohérence à plein de choses. Il Voilà. y a plein de choses qui sont liées, et si t'as pas ce petit bridge qui connecte deux énormes pôles, et ben en fait, les deux énormes pôles ont vachement moins de sens.
Voilà, si tu sais, si Colin a repéré qu'il était extrêmement général, c'est son fonctionnement, il l'a accepté, bah du coup il s'adapte en fonction de ça. Et si tu refuses, à un moment ou à un autre, ton corps il va te faire comprendre que t'es pas fait pour ça, quoi. Et c'est quelque chose qu'il faudra affiner en permanence. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois que votre truc soit pas trop organisé de manière parfaite, parce que sinon il est inchangeable, alors qu'en fait vous ne pouvez pas avoir la réponse à tout de suite. Et il ne faut pas que votre truc soit trop libre, sinon il est chaotique et vous ne pouvez pas l'organiser selon vos besoins. Il faut trouver une organisation qui est modulable. Par exemple, moi en ce moment, j'arrive à taffer grosso modo entre 4 et 6 heures par jour, mais je sais que je taffe plus vite et plus fort que d'autres gens. Mhm. Mais je sais aussi que c'est quelque chose qui ne tiendra pas dans la durée, puisque comme j'ai dit, moi j'ai une grande oscillation. Donc du coup, à la fois il me faut des grosses périodes de déconnexion à l'échelle de ma journée, mais je sais aussi que je vais avoir une période de 1 ou 2 mois où je vais tenir ce rythme de 4 à 6 heures quasiment tous les jours, avec il y a besoin d'une heure en plus par-ci, une heure en plus par-là, je l'ai fait, etc., etc. Mais je sais aussi que par exemple en août, c'est quelque chose que j'ai déjà préparé, j'ai plusieurs imprévus qui tombent, plus probablement j'aurai build up mon anxiété et je commencerai à fatiguer. Il faut que je n'ai que d'autres choses à faire, plus légères, et que ce mois-là soit presque un mois de simili-vacances. Et donc Donc il faut que mon emploi du temps puisse s'agencer autour de ça, puisse s'agencer autour de ce changement-là. voilà, c'est très important de se connaître et si on revient sur l'aspect routine, je planifie tout, ou l'adaptation, je fais très au feeling, pour moi il faut apprendre à repérer de quel bord tu es là-dessus, si tu as plus envie de tout planifier ou plus envie d'être au feeling et quand même essayer de prendre un peu de l'autre et de pas tomber dans un extrême. Donc en Ouais. l'occurrence, si on revient sur l'entraînement, je suis quelqu'un qui aime pas planifier pour moi-même. J'ai aucun souci à le faire pour les autres, mais me concernant, j'aime pas faire une planification littérale et la suivre à la perfection. C'est pas quelque chose qui me motive. Je suis beaucoup plus feeling là-dessus. Donc, je sais qu'il faut que je me mette un petit peu d'haricots verts dans mes frites. Les frites, c'est ma capacité d'adaptation. Je sais qu'il faut que je m'adapte. Non mais c'est bon, Colin. Laisse-moi faire des comparaisons enfantines, là, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, Malo? Pourquoi on en est là? Et si ma vie a aucun Oui, sens tu vas Et perdre le si ma fil, vie tu vas n'avait perdre aucun le fil. sens? Oh, une boule. Je suis sûr que t'as la référence en plus. Voilà, petite référence Antoine Daniel, et ça y est, ça m'a perdu tout de suite. Je disais que il y en a qui sont plus adaptation, il y en a qui sont plus routiniers, il faut pas tomber dans que l'un ou que l'autre. Si tu veux que ton programme il te fasse progresser, faut que tu suives une certaine logique. T'es pas obligé d'avoir quelque chose d'ultra établi. Ah, je fais tant de séries, tant de repos, tant de répétitions. Il y en a que ça va motiver. Tu regardes Nicolas Carré, il est pas du tout comme moi. Lui, quand il planifiait ses entraînements, c'était du millimétré à chaque seconde. Il avait son chrono parce que c'était ça qui le motivait. Mais il y avait quand même une petite part d'adaptabilité. Par Et il y a exemple, toujours des périodes. Il y a voilà, toujours des périodes aussi. En fait, même dans la vie, peu importe le sujet, vous devrez passer par les deux extrêmes pour comprendre où est le milieu. Et ensuite, vous allez votre être au milieu. milieu. Non, non, attends, justement. Pour comprendre où est le milieu. Et ensuite, vous allez vous mettre au milieu en vous disant c'est le mieux. Mais en fait, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas sur un milieu parfait. Vous êtes sur peut-être un 40-60%, peut-être un 20-80%. Et vous allez. En fait, le mieux pour aller au plus vite, c'est comme quand vous cherchez un nom dans l'annuaire. C'est que vous allez ouvrir le truc au milieu et vous allez être en mode ah non, la lettre que je cherche, elle est à droite. Et vous allez ouvrir au milieu. Ah non, la lettre que je cherche, là, elle est à gauche entre mon milieu d'avant et ce milieu-là. Et ça, c'est la technique la plus rapide pour finir par trouver votre nom. Et ben, vous allez devoir faire ça pour trouver votre juste milieu à vous. Vous prenez les deux extrêmes, vous tapez au centre. Ah non, bah moi en fait je suis entre ce centre-là et l'extrême gauche. Aucun bord politique soulevé ici. En plus, avec tous les événements derniers, gardez vos pensées pour vous, je garde les miennes pour moi. Et dans ce truc-là, vous allez retaper au milieu. Ok, est-ce que là je suis plus à gauche ou plus à droite? Je vais aux prochaines législatives. Putain, j'avais dit quoi? Non, pas politique. Et je viens retaper au milieu. Et au bout d'un moment, vous allez être sur un truc qui sera jamais parfait, mais où vous serez à 1 ou 2 pages de l'annuaire de votre nom et on commencera à être vraiment sur un truc quand même assez opti. Sauf que vous cherchez pas tout le temps le même nom. Donc il y a un moment où vous allez devoir reparcourir l'annuaire, mais à force de parcourir l'annuaire, vous commencez à mémoriser que les T, ils sont à partir de la 400e page, vous allez, etc., etc. On repart dans du très concret, bah voilà, vous allez commencer à vous rendre compte que globalement, vous serez
jamais très proche du pur organisé ou du pur freestyle. Donc vous savez que même quand vous avez à réajuster, vous allez toujours être à peu près dans cette portion-là où vous allez réajuster. Et c'est Mais pour ça qu'il ne dis-moi, faut pas se flageller, parce que c'est normal de changer. ça c'est aussi quelque chose d'important à préciser, dont on a parlé de manière bien extensive dans le mindset, le fait d'être son propre allié là-dessus et d'accepter d'accepter comment on est, en fait, de pas s'en On vouloir, n'est de pas pas parfait, être... on ne peut pas tout faire. Et il y a voilà. des périodes où on peut faire plein de choses, il y a des périodes où on peut rien faire, et en fait c'est normal. Mais dis-moi, mon cher Colin, on a beaucoup parlé d'organisation, mais une question me chiffonne. Il y a des disciplines qui en demandent plus que d'autres, n'est-ce pas? Effectivement, en effet, comme nous avons pu le soulever, mon cher Moule Moule, Oh. les choses telles que... Hein? Non, ça faisait un peu Mickey. Voilà, c'est tout. Vas-y, Oh, vas-y. alors, en fait, mon cher Moule Moule, lorsque nous avons soulevé le point que la force est plus longue à travailler que le nerveux ou que la technique, nous nous approchons déjà de quelque chose, c'est que certains sports étant plus axés force, ils vont demander un peu plus de temps et d'approximation. Mais il y a quelque chose d'encore plus précis, demandant encore plus de long terme que la prise de force simple. C'est la prise de masse. Et effectivement, vous avez tous dû remarquer que dans votre vie, lorsque vous prenez de la masse musculaire ou que vous en perdez, cela est influé par tellement de facteurs que ça demande une organisation qui est extrême. Mais cette organisation extrême, eh bien, elle est en inadéquation avec ce que nous venons de soulever. C'est-à-dire que la vie n'est pas linéaire. Quel sport se contraint à devoir trouver du linéaire dans cette instabilité? Eh bien, mon cher Moule Moule, c'est le culturisme! Et nous verrons ceci dans le prochain épisode, en détail, avec ton ami Jules, Tout à fait. qui est un bodybuilder professionnel, c'est ça? Pas professionnel, c'est un coach en culturisme qui est du coup c'est un peu comme les sports de combat, c'est-à-dire tu vois le milieu pro et le milieu amateur sont très séparés, et en réalité tu peux déjà être d'un très bon niveau en étant amateur, parce que justement comme on vient de le dire, c'est quelque chose qui demande énormément d'organisation. Mais par contre c'est du coup un coach qui travaille avec certains grands noms du culturisme. Faudra que je lui redemande, mais je sais que son coach c'est je crois le troisième au Men's Physique ou quelque chose comme ça. Donc petit niveau, etc. Et Pas lui-même mal se les fesses, forme quoi. beaucoup. Ouais, ben, en fait il est un peu plus proche de ton profil que du mien, c'est-à-dire avant tout un savant du domaine plus qu'un pratiquant du domaine, tu vois. Ok. C'est-à-dire C'est ce que tu veux qu'il dire. il connaît T'es en train la... de me dire que je Fait- suis nul, mais gentiment. C'est sympa. T'es pas nul, parce que je connais pas d'excellents coachs qui soient très mauvais athlètes, ça n'existe pas, faut être un bon athlète. Mais ce que je veux dire, c'est, on va pas se mentir, Non, je suis mais athlète je capte. européen ou mondial, tu es athlète national, il y a un Oui. énorme gap dans ce genre de truc. Mais, Bien sûr. mais on a une fâcheuse tendance, surtout en street, à se dire, bah, s'il est athlète national, il pourrait pas être coach mondial. Il y a beaucoup d'athlètes mondiaux qui pourraient même pas être coachs nationaux, et il y a des athlètes nationaux qui pourraient largement être coachs mondiaux. Donc voilà, lui il se range un peu plus dans cette catégorie-là, où il va être beaucoup plus proche du gars calé, renseigné et du très bon coach que de l'athlète lui-même. Et je précise ça parce que surtout en culturisme, on vous voit, hein, les gens qui vont le voir débarquer, qui vont dire gna gna, il a pas de bras, etc., etc. Et les culturistes pros ne font que ça. Ne font que ça. Alors, non, ils travaillent, mais je veux dire, tout, quand on reprend ce que je disais sur urgent et important, eux, ils ont rangé le culturisme dans urgent et important au-dessus de tout. Ils arrivent à ranger le reste, mais le reste est vraiment secondaire. Et bah, tu sais Tout quoi, le mon monde gars? n'accepte pas de faire ce deal. On va parler du coup dans le prochain podcast de la planification en bodybuilding, et peut-être même qu'on analysera des athlètes d'autres disciplines aussi, enfin qu'on les invitera sur le podcast à présenter leur discipline. Ce serait très intéressant d'avoir du streetlifting, d'avoir du powerlifting, d'avoir du set and rep, de la gymnastique par exemple. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour ça. Et on pourrait aussi parler, comme beaucoup d'athlètes de bodybuilding en sont atteints, on pourrait parler de la bigorexie. Voilà, on va pas expliquer ce que c'est la bigorexie. Les personnes qui sont restées jusqu'ici chercheront par elles-mêmes, ou sinon attendront le podcast. Nous espérons une fois de plus que cet épisode vous a plu.
Merci de nous suivre depuis de si longues années. Ah non, ça fait quelques mois. Merci de nous suivre et nous espérons que cette reprise, que ce retour aux sources vous a plu. À la prochaine. Oh, Hugo, pourquoi tu as laissé tomber ton piou? Jolan! Il est où, Jolan? Ramène de la thune, Jolan! Comment on me paye, moi?